Mais les compagnies parfaites, ça n'existe pas. C'est pas mal toujours 50 nuances de gris ou 50 nuances de vert. L'idée, c'est de tendre vers le vert plus foncé. Investir, c'est quelque chose, mais investir dans des compagnies qui respectent vos valeurs, ça en est une autre. C'est pourquoi on reçoit aujourd'hui à l'émission Déborah Débat, qui est spécialiste en investissement responsable. Salut Déborah. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est très content de t'avoir sur l'épisode. Et on va parler d'investissement responsable. On connaît l'investissement, on en a parlé dans un autre épisode avec Samuel. Mais là, c'est comme une autre branche de l'investissement responsable. J'aimerais que tu me donnes ta définition pour commencer. Ma définition de l'investissement responsable. Ouais. En fait, l'investissement responsable, c'est investir dans des entreprises qui sont non seulement solides financièrement, mais qui ont en plus des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance robustes. Ce qui nous permet de croire qu'en fait, elles sont vraiment bien placées pour être résilientes, être à la fois flexibles et solides. Elles peuvent mieux survivre à des événements de marché comme ce qu'on a vu en début d'année, puis elles peuvent aussi saisir des opportunités qui émergent au fur et à mesure que l'économie se transforme. OK. Fait qu'exemple, il y a des compagnies qui répondent à certains critères qui font en sorte que c'est des compagnies qui sont responsables. Oui, en fait, on ajoute une couche d'analyse de plus lorsqu'on prend nos décisions de placement. Donc, le gestionnaire de portefeuille qui, lui, va monter son portefeuille responsable, va non seulement, bien sûr, analyser les entreprises sur le plan de leur perspective de croissance, va regarder leur endettement, va regarder quels sont leurs profits, leurs pertes, etc. Mais en plus, on va creuser plus loin pour avoir un portrait vraiment global des entreprises en portefeuille. Donc, on veut comprendre quelles sont leurs pratiques environnementales, quel est leur impact sur l'environnement, mais aussi quel peut être l'impact de l'environnement sur leurs activités, comment sont leurs relations avec les communautés, avec leurs travailleurs, et aussi la gouvernance de l'entreprise, donc comment elle se gouverne elle-même. Et grâce à ça, on est convaincu qu'en ayant une meilleure information, un meilleur portrait de l'entreprise, on est en mesure de mieux comprendre comment elle fonctionne, comment elle se compare aux autres dans le même secteur, puis de miser en fait sur les meilleurs joueurs. Si on va du côté, parce que toi c'est ta job là, de justement faire ces analyses-là, certains critères, là, si on reste dans la base, ça peut ressembler à quoi? De faire en sorte qu'une compagnie est responsable, sur quels critères est-ce que tu vas te baser? Mais il y en a énormément des critères. Mais donne-nous des exemples, mettons, de quelle entreprise qui n'est pas responsable, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on prend une entreprise qui fabrique des vêtements et de l'équipement sportif. Ouais. Dans ce secteur-là, ce qui est important pour nous, parce qu'il y a des critères environnementaux, des critères sociaux, il y en a de très nombreux, mais ils ne sont pas tous nécessairement très importants pour toutes les entreprises ou tous les secteurs. On ne va pas évaluer une compagnie minière avec une banque en fonction des mêmes critères. Mm-hmm. Les impacts environnementaux sont complètement différents, les impacts sociaux sont différents, la gouvernance, voilà. Bon. Donc, cette entreprise qui fait du matériel sportif, on va regarder quoi? Probablement sa chaîne d'approvisionnement, ses fournisseurs qui sont situés à l'extérieur du pays, à des endroits où peut-être les droits des travailleurs ne sont pas nécessairement défendus avec la même énergie ou les mêmes lois que ce qu'on a la chance d'avoir ici. On va regarder les conditions de travail, on va regarder peut-être la toxicité des matériaux qu'elle utilise, on va s'intéresser peut-être au cycle de vie de ses produits. Est-ce qu'on est capable de faire rentrer de l'économie circulaire là-dedans? Est-ce que l'entreprise adopte des pratiques pour réduire la quantité de déchets utilisés, la quantité d'eau utilisée, pour mieux traiter ces déchets? Puis, une fois qu'on a une meilleure idée de ce que l'entreprise fait et aussi comment elle se compare avec les autres du même secteur, on pourra avoir une évaluation globale ajustée. Donc, le gestionnaire de portefeuille, lui, il va se faire une évaluation financière de l'entreprise, il va se fixer un prix cible, puis une croissance cible également. Mais avec l'analyse ESG, on peut l'ajuster puis se dire, cette entreprise-là, peut-être que sur le plan financier, on pourrait espérer plus, mais en même temps, elle a des pratiques environnementales tellement avancées qu'elle fait une gestion de risque vraiment à la lettre de tout ça. Et donc, on est en droit de penser qu'elle va mieux se distancer ou se différencier de son compétiteur. Est-ce qu'en tant qu'investisseur, c'est plus compliqué d'aller vers des compagnies qui sont responsables ou de faire un investissement responsable, comparé à si tu t'investis dans n'importe quelle compagnie sans te soucier de l'impact que la compagnie a finalement? Mais effectivement, si comme investisseur, tu ne fais pas nécessairement une recherche approfondie sur les entreprises, te demander d'en faire une, ça devient plus compliqué. Mm-hmm. Mais c'est là où on peut avoir de l'aide. Il y a de l'information qui existe en ligne sur le site de Morningstar, sur le site de MSCI, MSCI. Ils vont donner un certain aperçu
des cotes ESG ou de la qualité des pratiques ESG des entreprises. C'est l'information qui est limitée, généralement, accessible gratuitement. C'est aussi des opinions. Hein? Donc, c'est un bon départ, mais si on investit sans comprendre, il y a des bonnes chances que ça ne nous donne pas les résultats qu'on recherche. Alors, l'idée, c'est de trouver peut-être quels sont les fournisseurs qui pourraient nous aider ou les véhicules de placement qui existent et qui, eux, intègrent ce genre de stratégie à même leurs produits pour nous simplifier la tâche. C'est ça, mais j'allais dire de demander à son conseiller financier. Moi, j'ai un intérêt à ce que tu me parles des entreprises responsables. Ben là, lui a accès, j'imagine, à plusieurs fonds de différentes institutions bancaires, institutions financières qui va les enligner, mettons, vers différents fonds, par exemple. Effectivement, et l'offre en investissement responsable est en très grande croissance. Je pense que les différents acteurs financiers au Canada, au Québec, ont flairé la bonne affaire, puis ils commencent à intégrer ce genre de produits de plus en plus. Et il n'y a pas de standard dans l'industrie. Alors, ça devient important pour l'investisseur de poser des questions peut-être un peu précises à son conseiller pour comprendre quelles sont les stratégies qui sont mises de l'avant. Est-ce qu'on fait juste écarter, mettons, le tabac, l'armement, le pétrole, par exemple, ou est-ce qu'en plus, on fait une analyse approfondie de tous les secteurs? Est-ce qu'en plus, on fait de l'actionnariat engagé pour influencer les entreprises? Et puis, en fonction de si c'est un fonds commun de placement, un fonds négocié en bourse, un placement garanti lié au marché, il y a beaucoup de véhicules de placement dont une version responsable existe. Donc, en fonction de votre profil, il y a très certainement quelque chose là, qui va pouvoir vous servir. Parce que là, de plus en plus, on est en 2020, là, on parle d'environnement, etc. Est-ce que ça devient un atout pour les compagnies qui sont justement cotées responsables? Puis, à ce moment-là, est-ce que les compagnies peuvent essayer de trouver des twists, là, si je peux dire, pour justement avoir une bonne image, une bonne figure, mais en réalité... On a toujours une certaine crainte de l'éco-blanchiment, je pense, dans notre secteur, parce que il y a une perception de perfection des entreprises dans lesquelles on devrait investir comme investisseur responsable. Les compagnies parfaites, ça n'existe pas. Il n'y a pas de risque zéro. C'est rarement blanc ou noir. C'est pas mal toujours 50 nuances de gris ou 50 nuances de vert. L'idée, c'est de tendre vers le vert plus foncé. Donc, si je dis qu'il n'y a pas d'entreprise parfaite, c'est parce que c'est vrai en fonction de vos intérêts, de vos priorités. Vous pouvez avoir une opinion différente d'une entreprise en portefeuille ou même une entreprise peut être très bien aujourd'hui puis quelque chose arrive demain. Ouais. Alors, l'idée pour éviter l'éco-blanchiment, c'est de comprendre le produit dans lequel on investit puis de voir quelles sont les stratégies pour voir si ça nous correspond. Puis si c'est ça dont on a besoin, c'est d'aller avec celui qui est le plus près de nos priorités. Puis sachant que ça existe, ce produit-là existe, si on désire s'enrichir, parce que c'est un peu le sujet de notre podcast, comment on fait pour s'enrichir avec, mettons, des fonds éco-responsables puis une pratique qui est plus verte? Parce que j'ai l'impression des fois que quand on investit dans des trucs éco-responsables, ça donne moins de rendement. On dirait que des fois, j'ai l'impression que j'entends ça. Est-ce que c'est vrai? C'est un mythe qui perdure malgré des centaines d'études qui démontrent le contraire, malgré les résultats de rendement qu'on a vus, notamment depuis le début de l'année avec la COVID-19. La majorité des fonds responsables ont surperformé par rapport aux autres. Puis quand je dis les autres, c'est non seulement les fonds responsables, mais aussi tous les fonds en gestion traditionnelle de même catégorie. Pourquoi? Parce que les entreprises qui ont de bonnes politiques environnementales et sociales, ce sont des entreprises qui investissent en elles-mêmes, des entreprises qui deviennent plus résilientes, aussi des entreprises qui ont une très forte gouvernance. Donc, on parle d'une très bonne équipe de gestion, de très bons directeurs, des gens qui sont talentueux et qui peuvent faire progresser les entreprises. Donc, il y a une agilité qui fait qu'ils peuvent saisir des opportunités plus vite que les autres, peut-être? Tout à fait. C'est aussi parfois des entreprises qui ont des éléments différenciateurs, qui ont peut-être saisi des tendances avant même qu'elles deviennent mainstream, des choses qui ont été accélérées en plus par la COVID-19. On peut penser à des entreprises qui travaillent pour trouver des vaccins à la COVID ou de la télémédecine, ou même des entreprises qui fabriquent des solutions, des produits nettoyants. Tout ça qui faisait partie de ces portefeuilles et dont la croissance a été accélérée. J'ai l'impression que ces entreprises-là ont comme un edge, entre guillemets, comme quoi c'est des super entreprises que quand tu investis dans ces entreprises-là, tu achètes un peu comme la top qualité, ce qui fait qu'on peut présager qu'ils vont performer mieux que les autres. Oui. C'est comme la créma dans le café. Ça se peut-tu? On peut-tu le voir ça de même? C'est comme le dessus. Oui, c'est ça. La crème de la crème. Oui. Après, il faut voir aussi que je reviens avec mes nuances. Il peut y avoir des très grands leaders dans leur secteur et on peut retrouver dans les portefeuilles des entreprises qui, elles, ont quand même un peu de chemin à faire. Alors, c'est sûr qu'il y a des endroits où on n'ira pas. On n'ira pas prendre des gens qui sont extrêmement retardataires sur le plan de leur pratique. Mais parfois, on va vouloir investir peut-être dans une entreprise avant qu'elle devienne leader. Pourquoi? Parce que comme la prise investisseur... de valeur, peut-être? Oui, en fait, tu sais, comme investisseur, ce qu'on cherche, puis nous, je dis une entreprise qui gère des fonds ou qui gère l'argent de ses déposants, elles ont un devoir fiduciaire. Il faut qu'on gère l'argent dans le meilleur intérêt des gens qui nous l'ont confié.
Donc, évidemment, on veut faire croître nos placements. C'est ça le principal objectif. Si on investit seulement dans les leaders, sur le plan de l'évaluation financière, de l'évaluation boursière, on risque de peut-être pas exactement se différencier de la masse ou de l'indice, alors qu'en allant chercher des leaders en émergence qui ont des améliorations à apporter sur le plan ESG, mais qui sont prêts à le faire. Donc, ils se fixent des objectifs, ils mettent en place les moyens. Mais c'est là où on a peut-être des joueurs qui vont justement nous aider à nous détacher du lot. Ça me fait penser à, tu sais, des fois, on voit dans la perte de poids, tu sais, t'as des gens qui pèsent 300-400 livres puis qu'ils veulent se mettre à la perte de poids. Mais tu sais, je pense que le premier stade, c'est de reconnaître que, bon, OK, là, je m'en viens pas mal gros, faudrait que je perde du poids. Mais tu sais, t'en as d'autres aussi que c'est déjà des athlètes à la base puis ils veulent déjà se surpasser. Fait que quand tu parlais des entreprises qui sont, admettons, déjà à la base vraiment pas responsables, mais qui ont une conscience de dire « Hey, je veux juste m'améliorer un petit peu ». Ça, j'imagine que vous les regardez pareil parce que vous dites on a tout avantage à tous s'améliorer, dans le fond. On peut les regarder sans nécessairement y investir, mais ce qui est super intéressant, c'est que quand on est un gestionnaire de portefeuille d'importance, on vient chercher nos conseils, on vient nous poser des questions. Alors, les entreprises qui, elles, peuvent pas rentrer dans nos portefeuilles responsables parce que leurs pratiques sont pas à la hauteur, elles sont souvent intéressées à savoir pourquoi. Alors là, on peut les accompagner, même si on n'est pas nécessairement investi dedans. Il y a un discours qui est fait avec eux. Il y a un discours, un dialogue, un échange. Puis, en tant qu'investisseur, on est vraiment écouté. Puis même avant d'être investi, ils viennent chercher de l'information. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'au moment où on sent qu'il y a vraiment une base solide puis une amélioration qui est déjà mise en place, un momentum, si on veut, bien, on peut décider d'y investir sous condition. Donc, on attend à ce que l'entreprise s'engage, se fixe des objectifs ambitieux, mette en place tout ce qu'il faut pour y arriver. Et on a plein d'outils pour continuer à mettre de la pression. On peut faire du dialogue, on peut faire des propositions d'actionnaires. On a aussi notre droit de vote en tant qu'actionnaire qui est extrêmement intéressant pour mettre de la pression sur les entreprises pour qu'elles améliorent leurs pratiques ESG. Qu'elles soient leader émergent ou déjà leader, tout ça fait qu'on est capable d'avoir un impact super positif dans le marché. Est-ce que quand tu vas sur une plateforme, par exemple, là, parce que là, tu parles de critères qui font en sorte qu'une compagnie est responsable, tu sais, si on visualise ça, est-ce qu'exemple, il y a des compagnies qui ont seulement un critère plus... Tu es capable de le voir qu'il y a plusieurs critères, plus tu descends. Je sais pas très clair de la façon que... en fait, une façon assez simple de communiquer la qualité ESG d'une entreprise, si on veut, ce serait une cote ESG. Rappelle donc qu'est-ce que veut dire ESG? Ah oui, pardon, excellent point. Environnement, social, gouvernance. Donc, ESG, c'est l'ensemble des critères extra-financiers, donc hors bilan. Et il y a aussi une cote ESG. Donc ça, c'est fourni généralement par ce qu'on appelle des tierces parties ou des donneurs de données, de cotes. Et ça varie du triple A à vraiment pas très bon, de la même façon. Encore une fois, c'est une opinion. Puis si on regarde la corrélation entre les différents fournisseurs de données, elle n'est pas très élevée. On parle d'à peu près 0,3, alors que pour les cotes de crédit, c'est 0,9. Là, c'est beaucoup de jargon, mais tout ça pour dire que en fonction de l'importance qu'on donne à chacun des critères de chacun des secteurs, on peut avoir pour une même entreprise une cote triple A, tout comme une cote B, parce que on ne s'entend pas exactement. Tu les évalues aussi, là. Ça dépend comment on les évalue, ça dépend à quel point. Alors, l'information qui est donnée par les tierces parties, c'est important parce que c'est un très bon point de départ. Mais si je regarde le travail... Il faut les mettre ensemble et analyser chacun comment ils ont donné leur avis là-dessus. Et très souvent, les gestionnaires de portefeuille vont avoir leur propre processus aussi de contre-vérification, d'analyse de l'information. Ils vont même souvent d'abord discuter avec les entreprises, mais aussi visiter les opérations, les bureaux pour comprendre vraiment ce qui se passe sur place et comparer ce qu'on voit sur papier. Parce qu'on se fie beaucoup sur l'information qui nous est offerte par l'entreprise, mais il faut qu'on ait accès à l'information de visu pour pouvoir confirmer que tout ça nous satisfait puis qu'on est confiant. Puis Déborah, admettons que, tu sais, moi j'ai de l'argent à investir. Admettons j'ai 2000 $ à investir, puis bon là j'ai regardé un fonds, par exemple un fonds indiciel ou bien un fonds en haute technologie, puis je regarde, je me fais vendre, je me fais dire que les rendements vont être supérieurs dans un fonds, admettons, qui ne respecte pas les critères ESG par exemple. Puis là, je me fais parler d'un fonds ESG. Tu sais, là, il y a un peu l'appât du gain qui va parler, mais c'est où est-ce que nos valeurs vont un peu croiser les profits, là, tu sais? Puis est-ce que toi, dans ton travail, tu vois que les gens vont comme préférer un bon fonds avec un bon indice ESG par rapport au rendement et au profit que tu peux faire? Vois-tu que les gens sautent la clôture vers l'autre bord? Il y a deux choses dans la question. On est habitué de comparer des véhicules de placement en fonction de leur risque et du rendement à la clé. En investissement responsable, vu qu'on est dans le domaine de l'investissement, mais on va souvent nous comparer sous ces deux mêmes axes-là. Mais on a l'axe de l'impact
qui est complètement ignoré dans l'investissement Mais traditionnel. Qui est un nouvel axe. Qui est un nouvel axe. Qui n'était pas parlé il y a 15, 20 ans, 30 ans que ça. Exactement, mais qu'on est en mesure maintenant de chiffrer, de mesurer, de publier et qui devient super intéressant. Après... petite question, quand tu dis l'axe de l'impact, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que c'est comme un rendement additionnel. Okay, Tu as ton rendement dans ton portefeuille. C'est une comparaison additionnelle. Oui, c'est une comparaison additionnelle, mais en fait, c'est même un rendement additionnel au sens où tu as ton rendement dans ton portefeuille, mais en plus, peut-être que tu investis dans une entreprise qui permet l'accès à l'éducation, qui permet de retirer des gaz à effet de serre, qui permet de produire de l'énergie propre, de traiter de l'eau, etc. Donc, tu as toute une mesure d'impact positif sur le marché et sur l'environnement, les communautés, que tu n'aurais pas avec ton investissement traditionnel. C'est du bon capitalisme. C'est du bon capitalisme. Tu sais, c'est bon pour toi, bon pour moi, bon pour tout le monde. Ouais. L'idée, là, c'est... Il y a une affaire qu'il faut dire d'emblée, c'est que quand on met 1 pièce dans une action, on contribue à l'impact de cette entreprise-là, parce que c'est du... Là, je fais une mauvaise analogie, mais je vais la dire pareil. C'est du gaz qu'on met dans leur véhicule. Ouais. Ça leur permet d'aller à une destination, puis en allant à cette destination-là, ils ont des choix à faire. Des fois, c'est pas toujours des bons choix. Fait qu'aujourd'hui, de prendre conscience où notre argent va, puis comment elle est investie, c'est une dimension que peut-être qui est un peu moins parlée avant, mais qu'aujourd'hui, on a des chiffres, on a des données qui nous permettent de voir beaucoup plus clair là-dedans. Tout à fait. Puis je dirais même plus loin, je pense que la dichotomie rendement responsable. Excuse-moi, je pense que J'allais c'est te un le faux choix. demander. En fait, c'est une différence entre deux choses qui dit que c'est comme deux chemins séparés, une opposition. C'est une opposition entre deux choses. OK. Donc, la dichotomie investissement responsable, rendement, c'est une fausse dichotomie. Ça n'existe plus, en fait. Ça a peut-être existé il y a 30-40 ans, mais maintenant, on n'a plus besoin de choisir entre la santé du portefeuille et la santé de la planète. On peut faire les deux. Okay. On peut miser sur des entreprises qui sont orientées pour amoindrir leurs impacts négatifs, améliorer leurs impacts positifs, puis même trouver des solutions à des enjeux environnementaux et sociaux. On n'a vraiment plus besoin de faire le choix maintenant. Penses-tu que dans 5-10 ans, ça va être la norme puis que tous les fonds vont devoir comme avoir un clair, pourcentage de compagnies qui respectent un indice ESG, par exemple? Mais c'est-à-dire que il n'y a pas de définition de compagnie ESG ou de compagnie responsable. Mais l'idée de prendre en compte les aspects ESG d'une entreprise, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance d'une entreprise avant d'y investir, je pense que ça a énormément sa place et c'est en train de prendre tout le secteur financier et plusieurs branches de la finance également. Tu as l'investissement, mais l'assurance le tient en compte, le financement le tient en compte. D'ailleurs, il y a des preuves comme quoi, des recherches qui disent que les entreprises qui ont de bonnes pratiques ESG ont un meilleur accès à du capital moins cher également. Donc, elles sont nécessairement plus profitables. Quand tu payes moins ton capital, absolument, ça coûte moins cher à opérer. Quand tu payes moins tes intérêts. Quand tu payes moins, c'est ça, quand tu payes moins cher d'intérêt. Tu payes moins cher ton capital, tu payes moins d'intérêt. Absolument. Fait que tu économises des coûts. Sur le bottom line, tu fais plus d'argent. Ouais. Tu parlais d'investissement, on parle d'investissement responsable. Est-ce que d'investir dans une compagnie qui n'est pas cotée responsable, c'est irresponsable? Je sais pas si tu comprends où je veux aller. Est-ce qu'il y a un investissement responsable puis un investissement irresponsable à ce moment-là? C'est une très bonne question. Je pense que le terme investissement responsable amène un jugement de valeur qui nous rend pas toujours la vie facile, en fait, parce que justement, ça amène cette opposition responsable-irresponsable. Je pense qu'on va peut-être tendre vers l'investissement durable. Donc, un investissement qui veut que ta vision à long terme et la manière dont tu analyses les entreprises va te permettre d'être gagnant justement à long terme. Puis, tu sais, des fois, je regarde des entreprises, puis je regarde leurs beaux programmes qui sortent, par exemple, tu sais, admettons Coke, puis les ours polaires dans le Nord, puis tout ça. Puis, en même temps, je regarde, mettons, dans les pays défavorisés où, tu sais, le Coke est très populaire, puis tu sais, il y a des bouteilles de plastique partout, puis dans les océans, puis tout ça. Puis je me dis, c'est-tu de la fausse publicité pour beaucoup d'entreprises? C'est-tu juste une manière de dire, là, il faut que je sois attrayant au point de vue des investisseurs, mais en réalité... Hey, on s'est entendu que c'est une goutte dans l'océan, les efforts que je mets là. On est conscient qu'il y a énormément d'enjeux auxquels sont confrontées les entreprises. L'idée derrière l'investissement responsable, c'est de trouver celles qui sont le mieux en mesure de gérer les risques et de peut-être aller un peu plus loin puis de saisir les opportunités. Si je regarde Coke, il y a de la misère parce que leurs bouteilles de plastique sont dans l'océan. Après, il faut comprendre pourquoi.
une fois que la personne elle a acheté sa bouteille de Coke, qu'est-ce qu'elle fait avec? Où est-ce qu'elle la met? Est-ce qu'elle a accès à une poubelle ou un sac de recyclage? Ou est-ce qu'elle n'y a pas accès? Ça touche à l'éducation, ça touche à l'éducation. Des villages. Puis je veux dire, on parle de Coke. Je pense que Coke a investi en Afrique du Sud, je pense, dans les années 2005 à 2010. Puis là, il faudrait vérifier les années, mais ils ont justement investi dans des campagnes de communication pour enjoindre les consommateurs à bien utiliser leur bouteille, puis ensuite à la mettre à un endroit approprié. Puis ils ont réduit la quantité de déchets d'à peu près 27 %, je pense. Là, les chiffres, faudrait les vérifier, mais il y a quelque chose à faire avec ça. Puis là, un autre exemple, ce que Coke est capable de faire avec son système de distribution, il y a un système de distribution qui est absolument phénoménal parce que tout le monde boit du Coke à peu près partout dans le monde. Mm-hmm. Et ils vont se rendre dans des villages parfois extrêmement reculés, notamment dans les pays en voie de développement, pour aller livrer leurs produits. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis en accord avec les compagnies, pas les compagnies, mais les gouvernements municipaux, les gouvernements locaux et les entreprises qui donnent accès à la santé pour aller livrer des vaccins, notamment parce qu'ils ont besoin de livraisons réfrigérées jusque dans des coins reculés. Donc, on profite du réseau de distribution et de leur chaîne logistique pour, en plus, faire du bien. Alors, c'est sûr qu'ils font du millage sur leur réputation, mais il faut quand même regarder l'acte qu'ils ont fait de manière indépendante. Ils l'ont quand même fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis ça me fait penser, c'est drôle qu'on parle de ça parce qu'en fin de semaine, j'avais une discussion avec mes amis. Il y a une compagnie que, tu sais, je veux pas la nommer, mais exemple, ils proposent, hey, t'achètes ça, on plante un arbre. On plante 5 arbres. Mais tu sais, je me disais, mais tu sais, ton arbre au bout de la ligne, là, il sert pas tant à grand-chose parce que, bon, il y a les toutes les causes, tout ce qui fait en sorte que c'est pas bon pour l'environnement. Mais quand on prend du recul, tu sais, au moins ils le font. Puis je suis certain qu'il y a d'autres points positifs qui... c'est quand même louable. Là, c'est du marketing vert, dans le fond. Mais moi, je pense que la question qu'il faut plus poser, c'est l'intention réelle derrière tous les efforts qui sont mis. Parce que, tu sais, par exemple, Coke, moi, je les connais pas énormément, tu sais. Mais c'est sûr que si ça venait d'eux autres, puis ont été avenants pour proposer la distribution de vaccins dans un convoi réfrigéré, c'est très hot. Par contre, s'ils se sont fait talonner pour dire « Hey, là, on a vraiment besoin de ça, faut que tu nous aides. » Puis ils disent « Ben parfait, on va t'aider, mais ça va te coûter 4 milliards. » Ben là, ça serait un peu, tu sais, un peu plus poche. Mais y a-t-il une manière de mesurer le réel, peut-être, pas les réelles intentions, mais les valeurs véhiculées versus les valeurs qu'on voit concrètement dans leurs actions? Parce que je vais juste terminer parce que admettons qu'ils mettent un plan, ils déploient un plan vert, par exemple, puis bon, on voit que ils veulent aller vers là. Mais à quel point c'est pas pour aller chercher, mettons, du capital moins cher parce qu'ils se conforment à une norme versus des valeurs intrinsèques de la compagnie? Ça va toujours être les deux, puis je pense pas qu'il y ait d'enjeu à ce que ce soit pour améliorer l'accès à du capital, par exemple. Une entreprise, elle est là pour mettre en service son produit, sa solution. Elle est là pour offrir une certaine prise de valeur à ses actionnaires, à ses propriétaires. Donc, il y a là une mission, si on veut, à résoudre ou en tout cas à atteindre. Il n'y a pas de raison pour laquelle cette mission-là ne devrait pas être accompagnée à la fois de profits et de bienfaits collatéraux. Ouais. L'idée, c'est que l'entreprise... elle n'évolue pas dans une bulle, hein. On est comme dans un écosystème, donc on partage tout un tas de choses avec des parties prenantes, des ressources, de l'environnement, etc. Puis, si on réussit à le gérer de manière harmonieuse, il y a fort à parier que ça va finir par nous profiter de manière financière pour nous et pour les actionnaires que nous sommes. Et c'est positif parce que dans la mesure où on trouve des entreprises qui sont capables justement d'améliorer leur effet positif, bien, si on réussit... Dans le fond, l'idée, c'est quand tu réussis à résoudre un problème, puis qu'en plus tu le résous de manière responsable, de manière durable et de manière profitable, mais tu es résolument tourné vers l'avenir. Tu es gagnant. Ça. Parce que tu réussis à tout faire ça, puis en plus, quand tu es profitable, qu'est-ce que ça fait? Bien, tu peux réinvestir dans ta société, tu peux grandir et donc tu peux améliorer ton impact positif aussi autour de toi. Donc, l'idée, c'est de vraiment aligner, en anglais, on dit purpose and profit, là, donc la mission et le profit. Et dans le fond, c'est une très bonne façon pour des entreprises d'améliorer leur réputation, c'est sûr, mais de saisir certaines opportunités aussi. Je pense à une compagnie... je peux la nommer. Je peux nommer des compagnies, mais une compagnie comme Unilever, par exemple. Une compagnie qui est Unilever met en marché énormément de produits d'hygiène personnelle, donc du savon, des shampoings, etc. Mais pour utiliser du savon, de quoi tu as besoin? Tu as besoin d'eau, puis tu as besoin de comprendre que le savon, c'est bon pour toi.
Fait que ce qu'ils ont fait, eux, pour étendre leur base de clients, parce qu'on s'entend que c'est ce qu'ils veulent, hein, ils veulent étendre leur base de clients, mais ils ont fait de l'éducation à l'hygiène dans les écoles, notamment dans les pays en voie de développement, où ils cherchent de nouveaux clients. Et ils ont également investi dans l'infrastructure reliée à l'eau pour qu'on puisse avoir accès à de l'eau courante pour pouvoir se laver les mains. Donc, nécessairement, ça leur profite au bout du compte. Mais ils ont trouvé des moyens de le faire pour aider toutes les parties prenantes. Tout le monde est gagnant au bout de la ligne. Exactement. Tout le monde est gagnant. Mais ça, c'est ça. Des fois, on entend des jugements peut-être pas trop réfléchis de dire « Ah, eux autres, ils font ça, mettons, pour un capital de sympathie ou ils font ça pour ça. » Mais c'est vrai que si ça répond à tous les critères, le client est gagnant, l'environnement est gagnant, il y a des profits, on dirait qu'on s'en fout de savoir si c'était bien, c'était bien pensé ou non. Si tout le monde est gagnant, tout le monde est gagnant à la fin de la journée. Là. L'idée, c'est vraiment de juger l'acte pour la qualité de l'acte lui-même, pas nécessairement ce qu'il y a derrière. Souvent, ça va partir de bonnes intentions, puis idéalement, ça continue comme ça. Là. Non, c'est ça. Est-ce que tu penses que... parce que là, je t'entends parler, il n'y a pas l'air d'avoir trop de points négatifs d'investir dans des compagnies qui sont responsables. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est pas encore assez populaire ou assez trendy c'est découvert, peut-être? Exact, qu'il n'y a pas plus de gens qui investissent dans des compagnies responsables? C'est pas très connu, en fait. Les dernières recherches auxquelles on a accès montrent que c'est à peu près une moitié des investisseurs, donc un Canadien sur deux à peu près, qui n'a jamais vraiment entendu le terme investissement responsable ou qui pourrait le définir. Et on sait que beaucoup d'investisseurs se fient sur leurs conseillers pour leur donner de l'information sur l'investissement. L'investissement, c'est quelque chose souvent qu'on se fait vendre, pas quelque chose qu'on achète. Et donc, on ne peut pas savoir qu'on a besoin de ce qu'on ne connaît pas. Alors, même si une très grande majorité des investisseurs sont super intéressés par ce type d'investissement, bien, ils ne vont pas nécessairement poser la question directement à leur conseiller. Et bien, leur conseiller... Bon, pas leur conseiller. Ils pourraient leur conseiller, mais parfois, on ne veut pas changer un statu quo qui fonctionne. Et donc, on continue avec la recette qu'on a. Mais nous, ce qu'on voit, c'est qu'un conseiller qui parle d'investissement responsable... voit sa perception positive augmenter, puis il va pouvoir aussi agrandir sa base de clientèle parce qu'il va pouvoir aller rejoindre des clients qui, eux, sont touchés par ce genre de priorités, ce genre d'intérêts qui sont partagés par les entreprises dans lesquelles on investit. Mais oui, puis c'est niaiseux à dire, mais tu sais, juste le fait qu'on en parle aujourd'hui au podcast, ben ça contribue à justement que l'investissement responsable se fasse connaître, puis c'est tout en notre honneur. Ah, vraiment. Mais tu sais, des fois, on voit des... je pense que c'est un bon produit, de tout ce qu'on a dit, il n'y a rien de négatif à ça, mais... Est-ce que, admettons, d'investir dans un fonds comme ça, il y a un plus haut taux de frais de gestion du gestionnaire parce qu'il y a plus de travail à faire, donc ça coûte plus cher à l'investisseur d'acheter ces fonds-là? Non. C'est une excellente question, mais non, ça ne coûte pas plus cher parce que, oui, il y a un travail additionnel à faire et c'est considérable, la quantité de ressources et d'heures qui est mise pour faire la recherche, l'analyse, l'intégration de tout ça. Mais reste que sur l'ensemble des porteurs de parts d'un fonds commun de placement, par exemple, ou même d'un FNB, ça se dilue et le frais de gestion est généralement comparable à tout ce qu'on voit pour une même classe d'actifs. Donc, pour un même fonds d'action canadienne, le frais va être le même que le fonds soit responsable ou pas. Okay. On serait donc fou de s'en passer. Donc, qu'est-ce qu'on fait à être ici et pas être en train d'en acheter actuellement? C'est ça. C'est la question que moi, je me pose tout le temps. Ça m'empêche de dormir. Non, mais c'est vraiment intéressant parce que moi, j'aime beaucoup l'aspect qu'on rentre, on dirait, dans une nouvelle ère où il n'y a pas juste l'argent qu'on fait, il n'y a pas juste le retour sur l'investissement, mais le retour sur l'environnement, puis le retour sur les générations futures. Fait que, tu sais, c'est vraiment de penser aux autres, c'est de penser au prochain, c'est d'investir dans un impact futur positif. Fait que c'est le fun à démocratiser, puis on dirait j'aime ça être dans cette nouvelle ère-là, parce qu'on dirait que le capitalisme va avoir peut-être une meilleure presse, sachant que ce produit-là existe. Mais je pense qu'en investissant de manière responsable, on lance un signal quand même assez fort au marché sur le type d'impact négatif qu'on veut éviter, puis le type d'impact positif qu'on veut rechercher. Et en tant qu'investisseur, on a une voix qui est écoutée par les entreprises dans lesquelles on investit. Puis grâce à ça, on peut transformer le système de l'intérieur, vraiment plus que si on était dehors puis qu'on les regardait aller. Alors de cette façon-là, et à travers la finance responsable, je pense qu'on peut réellement transformer tout ça, puis rendre nos sociétés, nos économies un peu plus durables, plus en accord avec les capacités de la planète, de nous fournir des ressources, d'absorber nos déchets, puis de faire grandir nos communautés. On est les Hunger Games de l'investissement pour le rendre responsable. Je suis pas sûre que je mettrais les Hunger Games. Il y a du monde qui meurt. Hein, non, c'est vrai. Mauvaise comparaison. C'est vraiment pas bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Déborah et Débat. Puis, c'est encore une fois très pertinent. Je suis très content qu'on justement... Il
y ait un podcast qui parle de ça, c'est tellement de manière important, très concrète aussi. très concret. Puis, Ouais. tu sais, moi puis Sam, on est des gens qui, je pense, ont une conscience environnementale, tu sais, qui est présente. Puis de le présenter comme ça aux gens, il n'y a pas une meilleure façon de le faire. Donc, je te remercie énormément. Merci à la maison et j'espère que vous avez apprécié. Puis on se dit à la prochaine pour un autre podcast. Ciao!